Coucou YouTube, coucou Twitch évidemment, je suis en direct exceptionnellement sans Picsou. Pourquoi sans Picsou? Parce qu'il est fatigué, il a bossé non-stop. Pour sa défense, il a bossé non-stop sur Khan Academy. Vous pouvez voir, il y a des petits ajustements. On commence à afficher des données liées à la finance traditionnelle sur la partie haute. Le site charge plus vite que jamais. On a corrigé plein de trucs que vous verrez pas nécessairement vous au premier regard, mais plein de petites choses qui font que le site va être plus agréable. On va afficher plein de nouvelles choses. Vous voyez, il y a un petit bloc newsletter, par exemple, ici, qui a été ajouté. Quand on arrive sur les articles de Khan Academy, normalement, on a un bloc newsletter qui s'est rajouté ici, si vous voulez recevoir voilà, les newsletters du site. Sur la partie droite, je crois qu'il y a eu des ajustements aussi. Alors moi, le truc, c'est que vous savez, j'utilise une extension Chrome pour, on va dire, affiner le site. Vous verrez le site comme ça, voilà. Voilà, petit bloc newsletter, petit rappel de la newsletter ici, bref. Quelles sont les nouvelles? Bah, je vais vous raconter un petit peu ma vie pour commencer avant de démarrer sur l'émission. Alors cette émission, on va parler d'Ethereum, on va parler d'IA, on va parler de géopolitique, du peu que j'en connaisse parce que pour ceux qui ne le savent pas, voilà, moi je vis à Dubaï et j'ai bougé à Oman le temps que ça se calme. Alors, je vais bien entendu vous dire ce que je peux vous dire parce qu'il y a forcément des propos que je ne peux pas tenir étant donné que je sais que le gouvernement émirati veille au grain, mais je tiens à vous rassurer, rien de méchant, c'est juste qu'il y a un certain contrôle de l'information pour que les gens ne soient pas paniqués. Alors, à moins que vous soyez dans une grotte, vous l'avez vu, on n'a pas fait l'émission précédente avec Picsou puisque le week-end dernier, la guerre a éclaté entre l'Iran et on va dire les empires américano-israéliens. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a eu, qu'on se le dise, un assassinat politique. L'ancien leader iranien a été tué, une partie de sa famille aussi apparemment. Donc c'est parti en bombardement dans tous les sens. Il faut savoir que même si l'Iran est une communauté à majorité musulmane, parce que tu as 98 ou 99% de la population qui est musulmane, ça ne les a pas empêchés de bombarder absolument partout. Donc ils ont attaqué Dubaï, Abu Dhabi, ils ont fait péter rapidement des ports, alors très légèrement, mais il y a eu des attaques à Oman aussi. Il y a eu des attaques en Émirats Arabes Unis, à Bahreïn, au Qatar, au Koweït. Bref, c'est parti vraiment en couille. Hein. C'est parti vraiment en couille, qu'on se le dise. Alors déjà, sachez que là, je suis actuellement de retour à Dubaï. Je me sens en sécurité. Pour autant, non, les bombardements n'ont pas arrêté. Ils continuent d'envoyer des missiles balistiques, ils continuent d'envoyer des drones. Donc très régulièrement, le matin... l'après-midi, le soir, t'as la notif sur le téléphone, mettez-vous à l'abri, puis la notif, c'est bon, vous êtes en sécurité et tout. Alors, pour ce qui est de Dubaï, ça a touché l'aéroport de Dubaï. Alors, il y a quelques jours, voilà, ils ont tapé l'aéroport. Ils ont aussi apparemment tapé un endroit d'extraction du pétrole à Fujairah. Ils ont tapé, je crois que c'était hier, un hôtel à Marina, je crois que c'est là. Hein, voilà. Donc, généralement, en fait, quand ça touche, je ne suis pas expert, vous avez les données qui sont sur Internet, mais ça a tendance vraiment à casser les couilles près de l'eau, là, voilà, ici. Ça a cassé les couilles ici, non, un peu plus bas, pardon, au niveau d'une base aux États-Unis, à Bird-Dubaï, ici. Voilà, donc c'est souvent des débris de drones, c'est-à-dire que c'est des drones qui n'arrivent pas à destination, qui sont interceptés à temps, mais les débris des drones, bah, ça fait des dégâts. Voilà, donc ils visent principalement des infrastructures liées aux États-Unis, mais aussi des infrastructures liées, on va dire, à l'économie, au capitalisme, que ce soit de l'extraction de pétrole ou des hôtels notamment, parce qu'ils avaient attaqué un hôtel, c'était Alburge, un truc comme ça. Donc voilà, les principaux, pour que vous voyez, hein, je ne vais pas vous parler de ça pendant longtemps, mais c'est juste pour vous en parler parce que je pense qu'il y en a qui sont intéressés par le sujet. Et accessoirement, ça a forcément un impact sur les marchés géopolitiques. Donc vous pouvez voir qu'au niveau des tirs, ils sont principalement concentrés aux Émirats, au Koweït. Alors pour autant, ceux qui sont concentrés aux Émirats Arabes Unis, donc Dubaï et Abu Dhabi principalement, sont très bien interceptés. Il y a des défenses de malades. Hein.
Il faut savoir qu'il y a les systèmes de défense interne. Tu as aussi de la défense en plusieurs couches avec des technologies sud-coréennes. Tu as les Rafales français d'Assaut Aviation qui protègent. Tu as l'Italie qui protège. Tu as la Grèce qui protège. Tu vas avoir des nouveaux systèmes sud-coréens qui vont arriver. Donc vraiment, niveau interception de missiles, ils envoient vraiment du lourd, hein. On se sent, en tout cas, moi, je me sens en sécurité. Après, voilà, je vais pas vous mentir, et je vais terminer là-dessus pour la première parenthèse. Franchement, quand ça a démarré le bordel, j'étais vraiment pas bien. Parce qu'au début, t'as les alertes sur le téléphone, tu comprends pas ce qui se passe, t'as les gens qui sont dehors, qui sont stressés, tu comprends pas trop. Donc moi, direct, j'ai fait taillot, je me suis barré à Oman, à Muscat. Donc j'y suis allé en voiture, hein. On a fait, on a fait 7 heures de route. On est passé par la frontière ici, hop, jusqu'à Muscat. Très joli Oman, accessoirement, si vous voulez vous faire des vacances dans un pays très accueillant où vous mangez bien. Oman, c'est 10 sur 10. Hein. Perso, j'ai grave kiffé. Et donc, je suis revenu. Et en fait, voilà, ça s'est calmé. Donc, pour le moment, il faut savoir que les impacts ont été principalement sur Israël, de ce que je comprends, sur Bahreïn, sur le Qatar. Avec, bien entendu, des ripostes américano-israéliennes sur l'Iran. Et je vois aussi qu'il y a pas mal de bordel en Irak et au sud du Liban, puisque tu as le groupe terroriste Hezbollah. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Voilà, c'était juste pour vous faire la parenthèse sur ça. Donc, est-ce que ça s'est calmé? Oui, ça s'est calmé. On peut dire ça. Il y a moins de missiles, il y a moins de drones, mais il y en a quand même toujours beaucoup. Est-ce que ça va durer longtemps? Personnellement, je pense que ça va durer plusieurs semaines, si ce n'est pas plusieurs mois. Il faut savoir que quand ça a démarré le week-end dernier, il était question de... voilà, Trump parlait de 4 semaines, le gouvernement israélien parlait plutôt de jusqu'à mi-avril. Voilà, ils ont détruit beaucoup de missiles, ils ont fait tomber pas mal de gens du régime, mais voilà, l'Iran, c'est 93 millions d'habitants, 99% de musulmans. Contrairement à ce qu'on nous dit dans les médias, tu as quand même beaucoup de citoyens iraniens qui étaient proches du gouvernement. Évidemment, c'est comme en France, hein, tout le monde ne vote pas à droite, au centre ou à gauche. Il y a des avis divergents, donc évidemment, tu peux prendre des images et dire qu'il y a des gens qui veulent un changement de gouvernement, et c'est vrai, mais tu as aussi des gens qui voulaient les choses telles quelles. L'Iran, on peut dire l'Empire perse, c'est plus de 2700 ans d'histoire, c'est un des pays avec l'histoire la plus grande, on va dire, sans changement de gouvernement, donc je ne suis pas là pour vous faire une éloge de ce qui se passe, hein, mais simplement pour vous dire qu'ils sont préparés depuis longtemps, que c'est pas un gouvernement que tu vas faire bouger en un claquement de doigts, c'est pas l'Irak, c'est beaucoup plus grand que l'Irak. Ils sont beaucoup plus préparés. Donc ça risque d'être une guerre longue. Et du coup, l'impact économique dans tout ça, évidemment, il faut en parler. Alors il faut savoir que côté crypto, ça n'a pas eu trop d'impact. C'est-à-dire que sur le coup, ça a un peu bougé. Après, ça a un petit peu pumpé. Je ne sais même pas si c'est lié. Mais voilà, on a eu un petit pump et puis à nouveau un dump. Donc j'ai envie de dire que les cryptos n'ont pas spécialement pricé l'information finalement. Ça n'a pas trop bougé. Par contre, niveau matières premières, côté pétrole, ça a foutu un sacré bordel, hein, comme vous vous en doutez. Alors, laissez-moi vous trouver ça. On va aller sur Commodities, voilà, Trading Economics. Vous voyez que le prix du pétrole au global a énormément augmenté. Alors, tu as différents prix, hein, mais voilà. De manière générale, ça a augmenté bien comme il faut, hein, plus 40% sur le mois. Voilà, donc je sais qu'il y a différents types de pétrole, mais je ne sais pas exactement qui fait quoi, mais bon, ça a bien augmenté. Est-ce que ça va continuer d'augmenter? À voir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bombardements récents ont vraiment énormément ciblé les infrastructures d'extraction de pétrole. Vraiment, l'Iran a ciblé de partout. Alors, j'ai pas le visuel sur les yeux, mais comme je vous disais, vraiment, ils ont tapé Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman. Alors pas trop, hein, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, pardon, ils ont pas trop tapé, mais ils ont foutu le bordel de partout. Les États-Unis ont très envie de se servir du pétrole iranien, de l'uranium enrichi iranien, évidemment, parce que la revendication des États-Unis, elle est simple. C'est qu'à la base, ils disaient « Oui, on ne veut pas que les Iraniens aient un projet d'uranium enrichi pour faire une arme nucléaire, etc. » Ce à quoi l'Iran s'est défendu en disant « Non, on n'a pas de projet pour faire des armes nucléaires. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser du coup du nucléaire pour faire de l'énergie, de l'électricité, pour pouvoir la revendre. »
En sachant que l'Iran est aujourd'hui sous sanctions internationales, ils font du business avec quasiment personne. Alors, on me dit dans le chat, les Israéliens, tu veux dire, Israël est à l'origine de ce conflit. Moi, je vais dire les choses telles que je le pense. Les US se servent d'Israël, l'Israël se sert des US. Ils font très bons copains-copains. Tu peux remplacer l'un et l'autre, hein. Pour moi, c'est du kiff-kiff, hein, qu'on se le dise. Il y a évidemment tout un côté religieux, un côté business, un côté Israël qui veut se défendre. Donc, c'est tout un débat que je ne vais pas vous prendre dans cette émission, évidemment. Mais pour en revenir à ce sujet-là, voilà, la revendication principale, elle était qu'ils ne voulaient pas qu'ils s'équipent de nucléaire, donc d'uranium enrichi. Au final, il semblerait que l'Iran, par le biais d'Oman, parce qu'en fait, Oman, pourquoi il n'y a quasiment eu aucun bombardement à Oman? C'est parce que Oman est plutôt neutre dans cette situation et sert d'intermédiaire pour les relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis. C'est-à-dire que quand ils doivent discuter, notamment de ce projet historique nucléaire, ils le font par le biais de Oman. Et aux dernières nouvelles, il y a encore très peu de temps, hein, il semblerait que l'Iran avait fait beaucoup de concessions pour justement trouver une solution. Sauf que ça allait pas assez vite. Je pense que Trump, il a dit, allez, c'est bon, machin. En gros... Voilà, Trump, il avait déjà préparé son coup, ça faisait des mois qu'il avait préparé son coup, avec Israël, les gars, ils étaient ready, ils étaient en mode, bon, maintenant qu'on a tout préparé, faut y aller, quoi. Donc, si jamais vous voulez, vraiment avoir une analyse pas tellement neutre, mais je dirais factuelle des faits, n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Un Trouble Fait, qui a justement parlé de tout ça, avec sa dernière vidéo, La guerre sainte zinzin israélo-américaine. Il énonce les faits, il énonce beaucoup de faits. On pourra dire qu'il a un biais, machin. Moi, j'aime beaucoup ses travaux, pas uniquement sur ce conflit. La chaîne est très bonne, c'est quelqu'un de très complet qui analyse poser la situation à chaque fois. Donc, il vous fait un état de la situation. C'était la grosse parenthèse géopolitique. Donc, tout ça pour vous dire que je vais bien, je me sens en sécurité et que, par contre, voilà, la guerre va continuer et que... Le risque d'escalade plus fort existe évidemment, parce qu'il y a toutes sortes de théories du complot. Je suis désolé, j'ai dit que j'allais arrêter, je vous rajoute encore quelques minutes et après je vous promets on parle que de crypto. En fait, là, je suis à Dubaï. Le nombre de fake news, de marchands de peur, de conneries que vous pouvez lire sur Twitter est assez hallucinant. Alors je vais en pointer une, je me mouille un petit peu. Il y a quelques heures, tu as des médias israéliens qui se sont synchronisés pour dire que les Émirats Arabes Unis avaient envoyé des missiles sur l'Iran. Ce qui est évidemment faux. Donc ça a été contredit après. Certains médias ont répondu en disant « Ah, ça a été contredit par le gouvernement », mais ils se sont bien synchronisés pour envoyer cette cochonnerie. Alors, pourquoi je suis assez vexé? Vous imaginez bien que l'Iran actuellement, ils viennent de perdre un chef d'État, ça faisait 44 ans qu'il était au pouvoir. D'un point de vue religieux, c'est un descendant du prophète de l'islam, Mohammed. Donc, pour eux, c'est un symbole de ouf. Ils sont bien fâchés. C'est un système décentralisé où tu as différents groupes alliés, etc., qui foutent le bordel. Donc, en fait, c'est pas l'Iran qui donne un ordre et après, tu as les gens qui font la guerre. Tu as une partie où l'Iran peut faire son boulot, on va dire, de communication. Mais en fait, là, ça part dans tous les sens. Hein. T'as plein... Peu importe ce que dira l'Iran, tu auras quand même des groupes qui vont vouloir continuer de faire la guerre. C'est ça que je veux dire. Donc si jamais ces gars-là, qui ont déjà la tête toute retournée, qui ont envie de foutre le bordel de partout, ils lisent sur les réseaux sociaux qu'ils ont leurs confrères, on peut le dire, leurs frères, qui leur envoient des bombes sur la gueule, ça va les rendre fous. Ils vont avoir envie de doubler les munitions, d'envoyer du missile, du drone, du missile, du drone. Donc ce genre de communication est absolument catastrophique. Donc ça me fout la haine. Donc ça, c'est la première chose. Il y a d'autres rumeurs. Alors, il faut savoir qu'apparemment, énormément d'eau potable dans ces pays-là, c'est lié à des programmes où tu récupères de l'eau salée, tu la dessales et tu la rends potable. Il semblerait que l'Iran, dans le cadre du Qatar ou Bahreïn, je ne sais plus, s'attaque à ces infrastructures pour, en fait, déglinguer l'eau potable pour les civils. Tu as également ce genre de rumeurs pour les Émirats Arabes Unis. Il se pourrait... Je pense que ça n'arrivera jamais, mais il se pourrait qu'il y ait un problème de nourriture fraîche ou d'eau potable. C'est des trucs que j'ai lus sur Internet. Personnellement, je trust.
Je trust le gouvernement. Jusque-là, ils ont dépensé, ils ont envoyé le carnet de chèques à gogo pour la défense. Ils vont faire le nécessaire pour protéger. Et quand je dis leur peuple, je pense aussi aux expatriés qui sont à Dubaï, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est pas sans risque. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux qui font carrément flipper. Parce que je peux vous dire que quand tu es au milieu de tout ça, que tu as vu les avions qui se sont arrêtés quelques jours. Alors là, sachez-le, les Emirates Airlines, etc., tout a repris. Air France, ça va reprendre à partir de lundi. Donc voilà, Abu Dhabi et Dubaï, les avions, ça repart bien comme il faut. Mais quand tu lis des trucs en mode on va manquer d'eau potable, on va manquer de nourriture, je peux vous garantir que ça fait pas plaisir à lire. Voilà. Donc je pense que c'est des conneries, mais ça fout les boules. Donc fin de la parenthèse. On va pouvoir attaquer et parler du coup d'actualité et de crypto. Alors, finalité plus rapide, plus difficile, censure plus difficile, la proposition Mimimint qui pourrait transformer Ethereum. Alors, on va parler beaucoup d'Ethereum dans ce début d'émission. Parce que Vitalik, en ce moment, se fait kiffer, il communique beaucoup, il nous fait du grand Vitalik et j'aime bien, voilà. Il nous parle un petit peu de l'évolution du protocole et en fait, ça va dans un sens qui me semble très bon. Alors, est-ce que ce sera pricé correctement par le marché plus tard? Nous verrons. Mais on va commencer par le consensus. Donc, Minimint, ce sera un nouveau mécanisme de consensus qui permettrait à Ethereum d'être beaucoup plus rapide avec une finalité beaucoup plus courte. On vous en a parlé, je crois, il y a 2 semaines. Ils avaient comme projet de réduire le temps de bloc à 12 secondes à 8, puis de 8 à 6, de 6 à 4, de 4 à 2, et pourquoi pas 1 ou 2 secondes par bloc, avec une finalité de l'ordre de quelques secondes au lieu de 12 minutes comme actuellement. Donc, ils envisagent d'intégrer potentiellement un nouveau mécanisme de consensus qui est assez frais, qui s'appelle Minimint. Donc, vous pouvez lire le document directement sur ce site-là. Alors, c'est View PDF, pardon. Juste ici. Donc c'est un papier de recherche qui parle du mécanisme de consensus, mais pour faire court, c'est un des derniers mécanismes à la pointe qui permet vraiment d'avoir des performances au rendez-vous. Donc déjà, c'est plutôt cool parce que pour une fois, on se dit, tiens, il va se passer des choses au niveau du Layer 1 et pour le coup, il va se passer des choses à la pointe de la technologie. C'est pas des trucs qui vont sur Monad ou MegaETH ou je ne sais quoi. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée, c'est que en ayant un consensus beaucoup plus court, ça limite la censure, ça limite la MEV. Par contre, le seuil de tolérance aux pannes change et on passerait de... en gros, au lieu d'avoir la possibilité d'avoir jusqu'à 33% des clients défaillants, on ne pourrait avoir que 17%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, on a plus de 17% des validateurs d'Ethereum qui ont un problème, genre un bug informatique ou quoi, la blockchain arrêterait de finaliser les blocs. Ce ne serait pas cassé, ok. On finirait à terme par finaliser les blocs, on pourrait remettre de l'ordre, mais c'est quelque chose qui ne serait pas souhaitable. Voilà, donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails après à ce sujet-là. Ensuite, il nous parle de privacy, d'IA et d'Oracle. Donc il faut comprendre que Vitalik est tombé lui aussi dans l'amour du vibe coding, ce genre de choses, pas que lui, des gens proches de la formation, pourquoi je dis la formation? De la foundation, pardon, lapsus. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, Ethereum, on l'a connu toujours très lent pour assurer des deadlines, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Le truc, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir tester plus loin encore, tester des nouvelles choses, mais aussi tester des bugs, tester que ça ne plante pas, etc. Beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus efficace, ce qui fait que ça devrait accélérer la roadmap d'Ethereum drastiquement. Et ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, un horizon 2030, ça se trouve, on sera à 2028 ou 2029. Donc ça va être stylé. Accessoirement, ce narratif de la privacy me plaît de plus en plus. Alors écoutez bien, je sais qu'en ce moment, le marché pue la merde. Je vous apprends rien, voilà, le marché des cryptos est horrible, il nous donne envie de nous mettre la corde autour du cou, moi le premier. Le narratif de la privacy n'a jamais été un narratif qui a énormément plu. Je pense à Zcash qui a eu son petit moat en septembre, mais qui a baissé aussitôt. Même chose pour Monero, voilà, si on regarde Zcash, ça fait pas rire, c'est un peu caca-culotte pour dire les choses poliment. Monero c'est pareil, mais faut savoir un truc. C'est qu'avec toute cette réglementation qui arrive de partout en Europe, aux États-Unis, etc., vient aussi un fisc de plus en plus près et de plus en plus équipé grâce à l'intelligence artificielle. Et donc,
on va avoir ce nouveau jeu du choix et de la souris qui va être que, eh bien, si grâce à l'IA, il va être beaucoup plus facile de retracer des flux financiers, eh bien, forcément, la privacy va avoir un peu plus de mode, pas de mode, va donner beaucoup plus envie au marché. On va pas se mentir, je ne vais pas faire ici l'éloge du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans cette émission, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent les cryptos comme moyen de paiement anonyme ou difficilement traçable. Même si ça reste traçable, il y a le pseudonymat, mais avec l'intelligence artificielle, ce pseudonymat va devenir de plus en plus bidon, parce qu'en fait, avec l'IA, ça va être de plus en plus facile de remonter à la racine. Donc, comprenez bien que Ethereum et d'autres crypto-monnaies vont intégrer nativement de la privacy de plus en plus. Voilà. Donc forcément, les gouvernements vont se fâcher, ils vont casser les couilles aux exchanges décentralisés, aux développeurs. Mais en tout cas, la privacy doit être impérativement intégrée aux crypto-monnaies, sinon elles n'ont aucune utilité par rapport à la monnaie fiat. Voilà, qu'on se le dise, c'est même contre-productif parce que la monnaie fiat n'est pas aussi facilement traçable que les crypto-monnaies. Donc, privacy en son sein, IA aussi, forcément, en améliorant le Layer 1, les Layer 2, la documentation. L'idée, c'est de faciliter le travail des agents IA, puisque, qu'on se le dise, hein, je l'ai noté d'ailleurs, il y a eu des communications à ce sujet-là, mais je pense que dans un futur pas si lointain, la quasi-totalité des transactions on-chain vont être automatisées par des agents IA. Ça va même plus être des humains, ça va être full IA. Donc il va falloir augmenter la cadence. Donc pour ceux qui se posent la question de quel est l'intérêt d'avoir des 100 000 transactions par seconde, ce genre de choses, bah, ça va être aussi l'IA et encore l'IA, puisqu'on va pouvoir automatiser tout ça. Oracle de nouvelle génération, donc ça, de ce que je comprends simplement, l'idée ce serait d'avoir des oracles peut-être intégrés directement au niveau du Layer 1 Ethereum à terme pour faciliter les choses. Donc Vitalik, il imagine un système avec des oracles décentralisés qui utilisent des preuves cryptographiques et des LLM pour avoir des sources de données fiables. C'est-à-dire les oracles qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour fournir des données. Ensuite, il y a aussi cette fameuse menace quantique. Alors là, c'est pareil. Il n'y a pas si longtemps encore, je disais, ouais, bon, le quantique, c'est loin. Je commence à gentiment retourner ma veste. Alors déjà, sachez que je ne suis pas un spécialiste de l'informatique quantique, mais simplement, il faut savoir qu'il y a de très grands progrès sur ce sujet en ce moment, et que du coup, il y a d'ailleurs cette vidéo de Vision IA qui est très intéressante, et que du coup, on va commencer à s'approcher d'un futur pas si lointain où on va voir du quantique chez les grosses entreprises type Google, IBM, etc. Et donc, si ça arrive, ça veut dire que la quasi-totalité de l'informatique va sauter. Du moins, si on ne met pas à jour la cryptographie pour avoir de la protection post-quantique, on va casser tous les systèmes. Donc, si ça ne vous dit rien ce que je suis en train de dire, prenons par exemple Bitcoin. Donc, Bitcoin, à travers les âges, a utilisé des technologies, au début, on va dire, avec une cryptographie facile à casser, et au fur et à mesure, ils ont alourdi la cryptographie pour pouvoir protéger les adresses. Le truc, c'est que, en gros, il se peut qu'il y ait certains des premiers bitcoins minés et échangés qui soient à risque à cause de l'informatique quantique. Donc, que ce soit sur Bitcoin ou sur les autres crypto-monnaies, il va falloir impérativement se protéger en intégrant ce qu'on appelle des technologies post-quantiques. Donc, Vitalik les a identifiées. Donc, on a les signatures BLS, on a les commitments KSCG, voilà, les signatures ECDSA. Donc, je ne vais pas faire le mec, hein, je ne sais pas spécialement de quoi il s'agit, si ce n'est que ce sont des composants logiciels, voilà, des choses qu'on utilise pour pouvoir faire de la cryptographie, pour pouvoir utiliser nos crypto-monnaies, et qu'elles ne sont pas protégées contre les attaques quantiques. Donc il va falloir remplacer chacun de ces composants par des équivalents qui, eux, sont protégés contre les premiers ordinateurs quantiques. Parce que j'imagine bien qu'au fur et à mesure que l'informatique quantique va s'améliorer, il va falloir remplacer les composants. Au fur et à mesure, c'est toujours un jeu du chat et de la souris. Le truc, c'est que tu ne peux pas remplacer les composants comme ça, parce que déjà, il faut des technologies qui soient matures. Et en plus de ça, forcément, exploiter ces technologies-là, ça va demander beaucoup plus de puissance de calcul côté ordinateur. Par exemple, Vitalik dit, pour la vérification ECDA, actuellement, il faut à peu près 3002 cases. C'est quasiment rien sur Ethereum. Alors que les alternatives quantiques, ça peut monter jusqu'à 200 000 de gaz. Forcément,
quand on vous parle de gaz, vous pensez à un frais de transaction. Si vous utilisez un petit peu Ethereum, vous dites, ouais, bon, c'est un frais de transaction. Mais en fait, ce frais de transaction, ce coût, il a un sens par rapport à la puissance de calcul nécessaire. Ce que Ethereum a essayé de faire, et c'est d'ailleurs un peu cette innovation par rapport à Bitcoin, ça a été de mettre en place des coûts par rapport à des actions. Si vous prenez le Yellow Paper d'Ethereum, donc c'est le white paper en fait, qui a été sorti à l'époque, je crois que c'était en 2018, bon là il a été mis à jour en 2025. Si vous allez sur le Yellow Paper, vous scrollez, au bout d'un moment, dans la documentation, normalement, vous allez trouver le coût en gaz de chacune des actions. Alors, voilà, c'était ça que je cherchais. Par exemple, créer 32 000 de gaz, appeler une valeur 9 000 de gaz, faire une transaction 21 000 de gaz. Quand vous envoyez des Ethers d'une chaîne A, d'une adresse A à une adresse B, ça coûte 21 000 de gaz. Si en plus de ça, vous créez une nouvelle adresse, voilà, ça coûte 25 000 de gaz. Donc en fait, toutes ces actions sur la blockchain Ethereum, elles ont un coût. Donc, comme vous l'avez compris, ici, la vérification ECDA, c'est que 3 000 de gaz, c'est rien. Mais les alternatives quantiques sont beaucoup, beaucoup plus chères. Donc voilà, il va falloir se manier parce que la menace quantique, elle arrive probablement beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et du coup, pour rassurer tout le monde, il va falloir s'y préparer. Et c'est pour ça que l'Ethereum Foundation a monté une équipe exprès pour ça. Donc, ils ont prévu d'avoir 2 appels par semaine. Voilà. Appel bi-hebdomadaire sur la sécurité quantique et ils ont une équipe post-quantique dédiée sur le sujet, si ça peut vous rassurer. Je pense que c'est la même chose pour Solana et bien entendu, les travaux qui vont être faits sur Ethereum pourront servir à Bitcoin, pourront servir à Solana et les autres crypto-monnaies. Coucou Foxy. Ensuite, on enchaîne par un petit drama. On continue sur le drama AAV. Alors, drama AAV, c'est simple. La proposition AAV will win dont on a parlé dans plusieurs émissions, elle est passée et elle est passée de justesse. Donc on va reprendre simplement ce que c'était, histoire d'avoir le contexte. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi... Si, je sais pourquoi, c'est parce que je suis à Dubaï. Ça galère autant, voilà. C'est pas Coin Academy, c'est ma connexion qui patine. Nous y voilà. Donc la proposition AAV will win, l'idée c'était quoi ? L'idée c'était d'avoir 100% des revenus pour la DAO et de débloquer un budget... avoisinant les 50 millions de dollars pour AAV Labs et d'autres initiatives autour d'AAV Labs. Donc maintenant, on est un peu en dessous des 50 millions de dollars puisque le prix du AAV a baissé. Mais bref, pour vous faire un petit résumé, sur le papier, c'est très sympa, mais dans les faits, c'est AAV Labs qui est l'entreprise derrière la création d'AAV et les principaux développements d'AAV qui fout le bordel. Pourquoi ? Parce qu'en gros, jusqu'à présent, AAV, ça a toujours été géré de manière très décentralisé, probablement une des meilleures démonstrations, si ce n'est pas la meilleure démonstration de ce que devrait être une DAO dans les crypto-monnaies, puisqu'il y avait plusieurs acteurs, il y avait des votes, voilà, c'était pas au doigt mouillé, on fait ci, on fait ça, c'était pas la dictature. Sauf que très récemment, ce côté décentralisé s'est perdu, et du coup, plusieurs acteurs historiques sont montés au créneau. Je pense à Mark Zeller et à BGD, qui ont participé à beaucoup de choses dans AAV. Donc, il y a ce fameux vote AAV will win qui a été émis et qui a été clôturé, qui est passé, et ça n'a pas plu. Pourquoi ça n'a pas plu ? Parce que selon Mark Zeller, eh bien tout simplement, en fait, les membres fondateurs d'AAV ont utilisé leurs jetons, leur pouvoir de vote pour influencer le vote et donc le faire passer en leur faveur. C'est-à-dire, l'idée, ça a été de dire, on met en place un vote, donc on laisse la communauté voter, sauf qu'à la fin, tu as un pouvoir de vote qui est tellement immense que à toi seul, tu fais passer le vote. Donc du coup, ça sert à quoi de faire un vote en premier lieu, tu vois ? Alors tu peux voir le truc d'un autre côté. Tu peux dire, oui, à ce moment-là, si les gens y tenaient tant, ils avaient qu'à acheter plein de AAV et voter et puis défendre leur beefsteak. C'est vrai. Mais le truc, c'est que, voilà, au final, ça n'a pas plu. Donc on avait vu que BGD se barrait. Donc BGD qui a participé grandement à la création d'AAV V3. Et maintenant, on a Mark Zeller qui nous dit qu'il se barre aussi. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire un fork d'AAV ? On ne sait pas, mais il va y avoir une vraie scission. Donc forcément, le prix du AAV n'a pas trop kiffé. Je crois qu'on est autour des $100, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, $105. Voilà, depuis le début du drama, c'est une catastrophe. Soyons clairs, c'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'on a le bottom ? Je ne sais pas. En tout cas, le plus dur est derrière nous, puisque de toute façon, tout ce qu'il y avait à pricer côté mauvaise nouvelle, c'est pricé.
Maintenant, on peut que s'en remettre à AV et à la suite, et puis on verra bien si BGD et Mark Zeller feront quelque chose. En tout cas, du côté des revenus, AV fait toujours une belle performance. Ouais, Mark Zeller s'en va. AV fait une belle performance parce que bah, ils font quand même du revenu, hein, mine de rien. Rien qu'au mois de février, ils ont brassé 13,4 millions. Alors, pour comparer par rapport à d'autres protocoles, donc on a dit sur 30 jours, hein, sur 30 jours, AAV. Voilà. Alors d'ailleurs, je ne suis pas à jour, visiblement, je ne prends pas toutes les données, puisque eux indiquent 13,4 millions de revenus. Moi, j'en ai noté que 7. Mais bon, bref, c'est du niveau de Edgix qui n'a pas encore sorti son jeton, c'est du niveau de Sky. Sky qui est très bon, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est quand même très loin d'Hyperliquid et PumpFun, mais c'est pas du tout la même valorisation et c'est surtout pas du tout le même business. Parce qu'en réalité, voilà, vous voyez, il y a des milliards et des milliards de dollars de dépôts, mais seulement quelques dizaines de millions de dollars de frais collectés. Et dans ces frais collectés, il n'y en a qu'une infime partie qui sert aux revenus. On me dit dans le chat, il va encore prendre moins 30 ou 40%. Bah, s'il doit continuer de baisser, c'est que les altcoins en général vont continuer de baisser. Hein. Mais sinon, je pense que l'information, elle est pricée. J'enchaîne juste en vous disant qu'il y a quelqu'un qui a dit « Je pense que BGD et AAV vont trouver un moyen de faire une meilleure version d'AAV. Fork V3 and start your own. » Et tu vois, il y a les deux personnes qui ont like. Ensuite, donc, on remercie bien entendu le sponsor de cette émission, OKEx. Alors, pour les nouveautés d'OKEx, je vais faire très court. D'ailleurs, il faudrait que je mette à jour ce bouton. Excusez-moi, j'ai copié-collé, c'est pas bon. Le cashback est passé à 2%. Souvenez-vous, je vous disais que le cashback était de l'ordre de 15% jusqu'au 28 février. Cette opération est terminée. Maintenant, le cashback est toujours de l'ordre de 2%. Donc, je vous mets le lien dans le chat et bien sûr dans la description en commentaire épinglé pour ceux qui m'écouteront sur YouTube. Donc, pour voir les conditions, ça se passe comme ça. Très simple. Si vous êtes un utilisateur normal... c'est le mec. Non, un utilisateur qui est pas VIP, vous avez 2% de cashback, vous pouvez dépenser jusqu'à 500 € pour récupérer 10 € de cashback. Chaque mois, le compteur se remet à jour chaque mois. Donc on verra jusqu'à nouvel ordre, mais je pense qu'ils vont laisser ça, un bon moment. Si vous êtes VIP, c'est-à-dire que vous faites un gros volume de transactions ou que vous avez déposé une grosse quantité d'argent sur OKEx, vous pouvez monter jusqu'à 4, 4,5 ou 5% de cashback. Donc pour avoir la carte, c'est très simple. Hein. Vous créez un compte sur OKEx. Je vous invite à installer l'application mobile OKEx. Et une fois que vous avez créé le compte, vous avez fait votre KYC, vous allez directement dans l'onglet Payer que vous pouvez voir juste en bas ici. Pour avoir accès à la carte, vous activez la carte. Vous alimentez votre solde Pay avec des USDG. Si vous n'avez pas d'USDG, c'est pas grave, vous allez sur OKEx, vous faites une conversion de vos USDC ou de vos autres crypto-monnaies contre des USDG, parce qu'il faut absolument avoir un solde en USDG pour profiter du cashback. Et après, vous avez juste à payer avec votre carte. Donc c'est une carte virtuelle, c'est pas une carte physique. Vous pouvez l'ajouter sur votre téléphone, soit via Apple Pay, soit via Google Pay, et profiter de votre cashback. Voilà. Donc, petit cashback gratuit pour dépenser avec la carte, ça fait toujours plaisir. Accessoirement, il y a aussi un bonus de dépôt qui est en cours. Alors, je l'ai noté quelque part. Laissez-moi retrouver ça. Le bonus de dépôt était de 5%. Ils l'ont baissé à 4%. Alors ça, je l'ai remonté, c'est plus à jour. Le nouveau bonus de dépôt est à 4%. Donc, c'est pareil sur l'application. Vous activez le bonus de dépôt. Et à partir de 1000 $ déposés sur OKEx, eh bien, vous avez 4% qui vont être délivrés sur plusieurs semaines. Donc voilà, pas mal de campagnes incitatives pour vous apprendre à utiliser la plateforme. En plus du fait que vous allez voir, il y a des nouveautés sur OKEx qui sont très sympas. On a appris que Intercontinental Exchange, donc la maison mère de la bourse de New York, a investi à une valorisation de 25 milliards de dollars. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un côté, tu as un jeton OKEx lié à la blockchain X-Layer, je crois. C'est le OKB, pardon. OKB, c'est pas OKX. Voilà. FTX proposait du 8%. Ouais, après, c'est pas du tout la même chose, FTX et OKX. Et justement, FTX, on sait comment ça a fini. Hein. Tu as du coup ce jeton OKB qui est valorisé à 2 milliards. Donc ça, c'est le jeton lié à la blockchain OKEx. Là, on parle de 25 milliards de dollars pour l'entreprise OKEx. Hein. OK ? Parce que je crois qu'il y a une IPO qui va arriver. Donc, à quoi va servir ce partenariat ? Donc, je vais me permettre de lire à voix haute de quoi il s'agit parce que c'est quand même assez huge. Ça fait plaisir de bosser avec une boîte qui pèse autant, on va pas se mentir. Intercontinental Exchange, la société mère de la bourse de New York, vient d'effectuer un investissement dans la plateforme crypto OKEx valorisée à 25 milliards de dollars. Donc, ils n'ont pas investi 25 milliards, c'est la valorisation de la boîte.
calma. Pour mieux comprendre, ICE est tout simplement le géant qui fait tourner la plus grande place boursière du monde. Ce rapprochement est l'un des partenariats les plus significatifs jamais conclus entre la finance traditionnelle et l'industrie crypto. Le deal fonctionne dans les deux sens. ICE va utiliser les prix spot d'OKEX pour lancer des nouveaux contrats futurs, régulés aux États-Unis. De son côté, OKEX proposera à ses 120 millions d'utilisateurs l'accès à des futurs d'ICE ainsi que des actions tokenisées, c'est-à-dire des versions numériques d'actions classiques. Alors je pense que ça va être des actions américaines, peut-être qu'il y aura plus que les actions américaines, mais je pense que ça va être que les actions américaines dans un premier temps. Elles seront accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas possible sur les marchés traditionnels. Le lancement des actions tokenisées est prévu pour le second semestre 2026. Donc comme on vous l'avait dit, les exchanges se diversifient et ne vont pas proposer que la crypto, ils vont aussi profiter des actions, ce qui va permettre au final de pouvoir ne pas subir la cyclicité. De ne pas subir la cyclicité du marché. Merci 47 Mickaël, j'apprécie. Au-delà de l'argent, ICE obtient un siège au conseil d'administration d'OKEX, ce qui montre un engagement bien plus profond qu'un simple investissement. Les deux groupes vont aussi collaborer sur des sujets techniques comme la compensation, la gestion des risques et les wallets multi-chain. Donc ça, c'est pareil. Dernière parenthèse pour ceux qui ont l'esprit développeur. OKEX a annoncé, a annoncé On-Chain OS. Alors, On-Chain OS, c'est quoi? C'est une initiative qui utilise les différents outils d'OKEX pour faciliter la vie des agents IA. En gros, voilà, quand vous allez sur le site Web3 On-Chain OS, vous pouvez voir qu'il y a un espace développeur avec la documentation, gestion des clés API, etc. En gros, vous vous retrouvez sur la doc et vous avez tous les outils qu'il vous faut. Vous avez des skills, serveurs MCP, une Open API. Comme vous le savez, OKEX a un des wallets les multi-chain open source les plus fournis de l'écosystème. Donc, en fait, vous allez pouvoir dire à votre agent IA, branche-toi à On-Chain OS, automatise des trades, récupère des informations de prix, donc des informations de prix sur les cryptos, bientôt des informations de prix, j'imagine, sur les actions tokenisées, effectue des paiements, fait du multi-chain, bref, tout ça directement au sein d'un même écosystème, l'écosystème OKEX, parce qu'OKEX propose pas mal de produits, il faut le savoir, hein, c'est dans mon livre. En gros, tu as les swaps, soit directement sur le site Web3 OKEX, soit via le wallet. Tu as le bridge avec pas mal de chaînes en réalité, plus de 30 chaînes, donc tout ça c'est géré in-house. En plus de ça, il n'y a pas, j'ai pas vu Mitro, il n'y a pas Latte, j'ai pas compris. L'analyse technique, avec Picsou, et Picsou sera pas là, mais si tu veux je te ferai une petite analyse technique tout à l'heure. Donc je continue, voilà, on a les swaps, on a les bridges, on a un wallet multi-chain, quand vous allez sur GitHub, OKEX, vous avez tout ça. Si vous voulez forker le wallet, vous pouvez le faire. Si vous voulez utiliser le OKEX wallet, vous pouvez le faire. Donc, bref, vous avez un écosystème vraiment, vraiment complet pour tout faire en multi-chain, etc. Bien entendu, même si le wallet s'appelle OKEX Wallet, c'est un wallet non custodial. Donc, vous gardez la main sur vos clés privées, il n'y a pas de souci. Donc j'arrête sur la parenthèse OKEX et encore une fois, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent se créer un compte, profiter du cashback et autres. On a la SEC qui abandonne ses poursuites contre Justinson. Donc bon, vous avez vu que quand Trump a sorti sa petite crypto-monnaie, Justinson en a acheté une grosse quantité, probablement parce qu'il croyait au projet évidemment. Bon, je pense que les bons comptes font les bons amis. Il a acheté la paix, on peut dire, de mon point de vue. Hein. Après, game is game. Bravo à lui pour cette opération. Au final, il aura que une de ces entreprises qu'il a rachetées qui va payer une petite amende de 10 millions de dollars. Pour le reste, il est tranquille. Parce que oui, il faut savoir que BitTorrent, qui est à la base un logiciel de peer-to-peer, a été racheté par Justinson. Ils ont rebrand l'entreprise et ils ont lancé un token dans la foulée. Et donc, Justinson, il a lancé un token TRX et un token BitTorrent où il a mangé des deux côtés. Et donc, on l'avait attaqué pour lui dire « Ouais, t'as vendu des tokens sans autorisation ». Mais bon, la réglementation n'était pas très claire à l'époque et puis il a décidé de s'en battre un petit peu les couilles. Au final, il paye sa petite amende et puis ciao. Et toujours dans les nouveautés, on a CZ. Donc CZ, lui, qui ne sera pas incriminé pour une histoire de facilitement du terrorisme, blanchiment d'argent, etc. Pour faire très court, en gros, Binance est dans plein de dossiers. Bon, logique, c'est la plus grosse plateforme. Tout le monde veut essayer de lui racketter un peu d'argent, c'est normal. J'ai envie de dire, il y a tellement à bouffer. Donc forcément, il y a certains groupes qui se seraient servis de la plateforme pour faciliter le financement du terrorisme. Donc, au final,
les 62 pages, les différents plaignants n'ont pas réussi à gagner leur gain de cause, si on peut dire ça comme ça. En gros, ils n'ont pas réussi à démontrer un lien entre les opérations de Binance et les attaques en question. Et oui, évidemment, tu peux pas dire que c'est Binance qui a orchestré le financement du terrorisme. La plateforme a pu peut-être faire preuve de négligence sur certains KYC, et encore, parce que là-dessus, c'est même pas eux, parce qu'en réalité, ils passent par un prestataire technique pour le KYC. Donc eux, ils peuvent en rajouter des couches, mais le but, c'est pas que ce soit anti-business non plus. Donc il y a une part de responsabilité de la part du prestataire de KYC. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu des bizarreries, Binance a fait le nécessaire pour pouvoir communiquer avec le gouvernement. Donc au final, ils s'en sortent bien sur ce sujet-là. Il y aura bien entendu d'autres sujets. Je pense à celui-là notamment. 11 sénateurs américains menés par Richard Blumenthal ont interpellé Binance sur des transactions présumées liées à des entités iraniennes pour un montant allégué de plus d'1 milliard de dollars. Donc ça, je pense que il va y avoir petite amende prochainement parce que, comme je vous ai dit, vu que les Iraniens ils subissent des sanctions internationales et qui peuvent, ils peuvent quasiment rien faire, quoi. Ils peuvent pas acheter d'actions, ils peuvent pas manipuler de crypto, ils sont bloqués de tous les côtés. Je pense qu'ils font usage de faux parfois pour pouvoir s'inscrire sur des exchanges. Voilà. Ensuite, on va aller un peu dans mes notes parce que j'ai noté beaucoup de choses. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions, le chat, je fais cours magistral comme à chaque fois, mais ça faisait un petit moment. Du coup, ils vont lui rendre ses 4 milliards. Non, ça c'est... Non, faut pas déconner. Donc, comme je le disais plus tôt, mais j'appuie encore les propos, Vitalik est très bullish par rapport à l'IA. Et comme il l'a expliqué, il y a des initiatives très rigolotes pour vibe coder en fait tous les différents composants de la roadmap d'Ethereum. Alors, ça ne permet pas d'avoir un système qui fonctionne sans bug, sans faille en one shot, mais ça permet de s'en rapprocher. Les IA ont tellement progressé récemment qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Je fais une petite parenthèse sur ça. Notamment, on a Claude. Alors attendez, j'essaie de trouver l'information à ce sujet. J'ai noté pas mal de trucs. Mozilla. Il faut savoir que Claude Opus 4.6, qui est actuellement le meilleur modèle public de Claude, ils ont trouvé en 2 semaines 22 vulnérabilités chez Mozilla. 22. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. L'IA, elle est tellement performante qu'elle voit des failles dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment faire des audits de sécurité extrêmement bons. Ça ne remplacera jamais une entreprise spécialisée dans la sécurité, mais l'entreprise spécialisée peut elle-même se servir de l'IA pour chercher des nouveaux patterns, des nouvelles failles. Et donc, du coup, ils peuvent tester plein de trucs, c'est ce que je vous disais plus tôt. Ils peuvent vraiment expérimenter plein de choses vite et assez bien pour voir si ça fonctionne bien, pour créer des tests grandeur nature, comme par exemple simuler un environnement Ethereum grandeur nature pour voir si ça casse, s'il y a des bugs, s'il y a des failles, etc. Donc l'intelligence artificielle va énormément profiter à la crypto du point de vue du développement des crypto-monnaies. Donc ça, c'est très cool. Dans la foulée, on a Codex qui est sorti. Alors je me permets de faire un petit coup de pub parce que je pense que parmi vous, beaucoup de gens ont un abonnement de ChatGPT et ne l'exploitent pas suffisamment. Donc laissez-moi vous dire comment exploiter ça suffisamment. Si vous êtes sur Windows, il y a Codex Windows qui vient de sortir. Donc Codex est disponible sur le store Microsoft. Voilà, si je vous ouvre le Microsoft Store, je vous ouvre Codex. Qu'est-ce que c'est Codex? C'est un peu l'équivalent de Cloud Code, mais dans l'environnement OpenAI. Vous l'avez sur Mac, vous l'avez sur Linux et vous l'avez maintenant sur Windows. Et donc, quand vous l'installez et que vous l'ouvrez, ça ressemble à ça. En fait, vous avez un équivalent de cursor Cloud Code un peu, où vous avez votre historique de conversation à gauche. Vous avez ensuite votre interface au centre. Vous choisissez votre modèle avec le nouveau modèle 5.4 qui vient de sortir. Donc 5.4, en gros, c'est un mélange entre 5.3 Codex, qui était un modèle spécifique pour le code informatique, et 5.2, qui lui était plus pour des tâches multitâches, poser des questions, faire de la rédaction, etc. Donc 5.4 est très bon. Je vous invite à le régler au moins en élevé, voire en très approfondi, même s'il est lent, parce qu'il est extrêmement bon. Vous avez la possibilité d'accéder rapidement à votre terminal ou pas, comme sur un IDE type Visual Studio Code. Vous pouvez aussi ouvrir vos projets directement. Et donc, voilà, vous lancez le projet en local, vous définissez dans quel dossier il peut interagir, et vous avez juste à prompter ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez aussi bien vous en servir comme l'application ChatGPT pour simplement lui poser des questions, et vous pouvez vous en servir aussi pour créer des applications. Il est beaucoup plus lent que Claude. Par contre, parfois,
il fait mieux le travail que Claude. Et en plus de ça, vous allez cramer vos tokens beaucoup moins rapidement que Claude. Donc si vous ne voulez pas acheter plein d'abonnements et que vous avez déjà un abonnement de ChatGPT, n'hésitez pas à utiliser Codex. Et ils ont sorti également un environnement qui s'appelle Codex Security. Donc ça va plutôt s'adresser aux développeurs qui suivent cette émission. En gros, c'est un endroit où vous allez pouvoir importer toute votre codebase et vous allez avoir un audit de sécurité très complet de la part de Codex. Donc n'hésitez pas à utiliser Claude et à utiliser Codex pour analyser votre codebase, pour voir s'il y a des failles, s'il y a des choses que vous pouvez corriger, etc. Maintenant, on va parler un petit peu de Mega ETH. Alors Mega ETH, c'est simple, ça n'avance pas trop de l'extérieur. Alors il y a apparemment un très grand nombre de transactions par seconde. Pour autant, il n'y a pas beaucoup d'attrait, ils collectent peu de frais, il y a peu de gens qui se prêtent à la DeFi. Donc le lancement du TGE, c'est-à-dire le lancement du token, devrait arriver une fois que ces métriques ont été complétées. On en est encore très loin. Il faut savoir que le marché pense à 70% qu'on aura un jeton en fin juin 2026. Donc on n'est pas prêt de voir un jeton. Hein. C'est comme dit Picsou, hein. C'est vraiment terrifiant. Il n'y a même pas de consensus pour cette année en fait. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'est pas plus mal. Parce que si c'est pour sortir le token maintenant complètement à l'arrache avec zéro buzz, ça va être road to zéro et ça va plus la merde. Donc on peut regarder sur Hyperliquid. Hein. On va regarder sur Hyperliquid. Ouais, il est toujours à son 1,4 milliard de capitalisation, en sachant que c'est une capitalisation en pré-market. Donc on peut s'imaginer que c'est moins en réel. Voilà. Ensuite, pour ceux qui s'intéressent un peu à la situation à Dubaï et tout, quand c'était le bordel avec les premiers bombardements, on avait des billets d'avion entre 2000 et 3000 euros l'unité pour rentrer via Air France, c'était du grand n'importe quoi. Sachez que là, dès lundi, ça a baissé. On commence à voir des Abu Dhabi Charles de Gaulle à 750 euros en ligne directe. Bien entendu, les lignes directes sont souvent beaucoup plus chères. Si vous faites passer par un stop, vous pouvez descendre en dessous des 500 euros en général. Voilà. Donc c'est en train de se calmer. Il faut savoir aussi, je crois que c'est Flyradar, le site internet, ouais, Flyradar 24 heures, que le trafic aérien a repris tranquillement. Alors vous pouvez voir qu'évidemment, il n'y a aucun avion qui passe au-dessus de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie. Bon, c'est trop le bordel. C'est trop le bordel. Mais voilà, le trafic aérien reprend bien, reprend très très bien. Donc la situation est relativement maîtrisée. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres folies, hein, mais au moins la situation est maîtrisée. Voilà, bon ça je ne vais pas vous montrer, j'ai pas envie en vrai. Comment le marché a pricé l'information? Alors j'ai pas fait le tour de tout le Moyen-Orient, mais je me suis intéressé un peu aux Émirats Arabes Unis. Alors pour ce qui est d'Abu Dhabi, on a pris un petit moins 15% en vrai. On est passé de 105 000 à... Enfin, de 10 500 à 10 000. Donc même pas. En vrai, Abu Dhabi, ça a bien tanké. Par contre, Dubaï, on a pris un moins 15%. Donc on revient sur des lots de cet état, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu tanké. Et pour ce qui est du marché immobilier, il y a un index qui s'appelle le Dubai Real Estate Index. Pareil, on a pris un moins 15%. On me demande dans le chat s'il n'y a pas eu le concours Rockets Coin Academy. Alors, tu fais bien de me poser la question. On traîne parce que, ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça fait une semaine et demie, 2 semaines qu'on a déjà le gagnant. En fait, dès qu'on a annoncé le gagnant, dans la journée, enfin, quand on a annoncé la fin de tirage qui était pour le 25 février, on a déjà les 2 gagnants, on les a déjà contactés en DM, on leur a demandé tout ce qu'il fallait. C'est juste que maintenant, pour leur reverser l'argent, on doit juste s'assurer que ça ne nous casse pas la tête, pour dire les choses poliment. Puisque paiement en crypto peut potentiellement être très casse-tête de notre côté. Donc t'inquiète pas, on a trouvé une solution. Une fois qu'ils sont payés, on fera la communication, donc ça va être très probablement cette semaine, mais on a les gagnants, ils sont payés, t'inquiète pas. On me demande dans le chat, objectivement, tu penses que Dubaï va se remettre plus vite ou ça va quand même prendre du temps avant de retrouver la confiance? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En fait, pour être transparent avec toi, là, je serais père de famille avec des enfants, je pense que je ne serais pas revenu. Le risque est extrêmement faible, mais je ne l'aurais pas joué. Là, je suis juste avec ma femme. Bon, j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. J'ai vu que ça s'attaquait principalement à des bases US. Il y a forcément un risque, tu vois, c'est que tu aies des débris de drone qui tombent quelque part, comme c'est arrivé cette semaine. Ça a tué un Pakistanais sur la route, malheureusement. Mais tu vois, c'est du même niveau que d'avoir un accident de voiture, finalement. C'est des choses, ça peut arriver, ça casse la tête. Le gouvernement de Dubaï gère ça extrêmement bien. Franchement, il gère ça extrêmement bien. Je trouve la défense extrêmement bonne. Mais voilà, moi je pars du principe que ça va continuer pendant des semaines.
Et comme ça va continuer pendant des semaines, on est à l'abri de rien, tu vois. Ça peut tellement partir en couille pour des conneries. Donc j'y suis préparé. Et si ça arrive, et ben, je me rebarre à Oman et je prends un avion depuis Oman, probablement, tu vois. Donc si jamais pour les intéressés, je suis passé par Mouassalat pour rentrer. Voilà, pour ceux qui... c'est Mouassalat, pardon. C'est pour des bus, hein. On va traduire en français. Vous définissez la zone de départ, la zone d'arrivée. Enfin bon, là c'est affiché à l'envers parce que je suis pas sur la bonne langue, mais vous avez compris le principe. Et ça m'a coûté 22 € par personne de faire Muscat jusqu'à Sharjah. Et après de Sharjah chez moi, j'ai payé 25 € de taxi. En gros, pour 2 personnes, j'ai payé 70 € l'aller-retour de chez moi à Muscat. Alors ouais, j'ai passé 10 heures dans un bus et 40 minutes dans un taxi. Ok, mais ça m'a coûté 70 € pour 2 personnes, quoi. Donc franchement, c'est carré. C'est carré de chez carré. Donc évidemment, il y en a qui sont partis dans des extrêmes. Ouais, jet privé, machin. Alors quand je dis jet privé, je parle pas d'AST Capital. Lui, il peut se le permettre. Il a bien eu raison de le faire. Mais c'est bon, jet privé pour se mettre en sécurité, faut doser un peu, hein. Les taxis existent, hein. Un taxi de Dubaï à la frontière, c'est 70 €. Tu prends l'application au taxi d'Oman. Moi, j'ai utilisé au taxi tout le long. Ça coûte que dalle. Le taxi à Oman ne coûte que dalle. Il y a des bus, il y a des taxis, il y a tout. Vous demandez à Claude, ChatGPT, Grok, vous faites ce que vous voulez. Et voilà. Pour le moment, t'es pas là en mode Troisième Guerre mondiale, destruction dans tous les sens. Non, t'as des drones, c'est chiant, t'as des missiles, c'est chiant, t'as des alertes sur le téléphone, mais c'est pas invivable, quoi. C'est ok. Ensuite, oui, on va continuer de parler d'IA. On va continuer de parler d'IA et de crypto, hein, bien sûr, parce que c'est lié. L'utilisation d'algorithmes IA vont faciliter l'analyse on-chain et réduire les faux positifs. Donc, comme vous vous en doutez bien, les entreprises d'analyse on-chain vont de plus en plus utiliser l'IA, donc ça va faciliter pas mal les choses. Et je voulais vous parler de ça parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Si vous vous exposez sur Internet via des publications anonymes de faux comptes sur les réseaux sociaux, des commentaires sous pseudonyme, vous ne pouvez plus espérer préserver votre vie privée. L'IA peut identifier à partir de seulement 5 points de données en se basant sur votre vocabulaire, vos expressions, la longueur de vos messages, vos fautes de frappe, les lettres inversées, les comparaisons de sujets et bien plus encore. En gros, avec une espèce de stylographie, ils arrivent à retrouver qui vous êtes. Et pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque déjà, Satoshi Nakamoto, stylographie. À l'époque déjà, il semblerait que les États-Unis avaient trouvé qui était Satoshi Nakamoto. Alors ils n'ont pas donné son nom, hein, mais ils disaient que grâce à la stylographie, c'est-à-dire en analysant la façon d'écrire de quelqu'un, ils étaient capables d'identifier qui est ce quelqu'un. Si vous vous amusez à poster sur les réseaux sociaux, utilisez des IA avant de poster votre message. Ne mettez pas avec votre façon à vous d'écrire parce que ça va permettre de retrouver qui vous êtes. Ensuite, pareil, ça je voulais vous en parler. C'est pas forcément lié à la crypto, mais j'ai trouvé ça incroyable. Il y a cette entreprise qui a sorti un outil qui s'appelle Be Inaudible. Alors qu'est-ce que c'est Be Inaudible? C'est un appareil qui pour le moment coûte très cher, mais forcément la technologie va baisser de prix au fur et à mesure, hein. Là, on parle de 1200 $. C'est un appareil qui émet un son dans votre pièce que vous ne pouvez pas entendre parce que c'est une fréquence spéciale que vous n'entendez pas, mais qui va permettre de brouiller votre voix pour empêcher les micros dans la pièce, que ce soit votre micro, votre téléphone, votre Siri, téléconnecté, etc., de récupérer ce que vous dites. Pourquoi c'est important ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les services secrets, donc au moins la CIA et le Mossad, et très probablement les services secrets français et autres qui se partagent des contrats avec Israël et les États-Unis, sont capables de vous pister s'ils le souhaitent. Alors vous allez me dire, oui, bah moi j'ai rien à cacher, mais le truc c'est que pour une raison évidente de vie privée, t'as pas envie d'être mis sur écoute, d'être vu, etc. Donc voilà. Ensuite, pour parler un petit peu des revenus des crypto-monnaies. Écoutez, comme d'hab, Magie, Pumpfun tient son petit $1 million. Hyper liquide, ça varie. Mais bon, sur la semaine, vu le bordel que ça a été avec les conflits, ils ont quand même bien mangé sur la volatilité. À côté de ça, on a toujours Tron, on a toujours Sky. Et Jix, qui évidemment est un peu le d'expert pas farmé en ce moment. En tout cas, la communauté asiatique se l'arrache. Voilà. C'est un petit peu le nouveau Lighter. Donc, tant qu'ils sortiront pas de jetons, bah forcément, ça va faire du volume. Mais j'avoue que je suis assez surpris des volumes effectués. Du côté de Lighter, ça s'est bien calmé. Alors, c'est pas minable, mais ça s'est bien calmé. Edgix, leurs chiffres sont faits que j'arrive pas à y croire. Peut-être, hein, ça, j'avoue, je sais pas.
Je ne sais pas. En tout cas, ça risque d'être le nouveau lighter, on va dire. À côté de ça, calme plat. Voilà. Du côté des revenus, ça c'est pour faire plaisir à Picsou, on a quand même Trade XYZ, un des marchés HIP3 d'Hyperliquid, qui fait quand même un peu de blé. Hein. Sur la semaine, on est à 773 000 dollars. Sur les 30 jours, on est à 2 millions de dollars. C'est pas dégueu du tout. Hein. Du côté des inflows sur les ETF, on avait eu un peu d'espoir. Là, ça a un peu décaissé récemment, mais on commence à revoir de l'inflow. Voilà. On n'est plus en full rouge. On commence à revoir de l'inflow gentiment sur Bitcoin. Sur Ethereum, c'est pareil, gentiment. En plus, ils sont en grosse mode, non? Ouais, ils sont toujours en grosse mode, tout à fait. Voilà, voilà, donc gentiment mais sûrement. Je vous avoue, Solana, j'ai pas vérifié, on va vérifier en live tout de suite ensemble. Bah, Solana, il y a de l'inflow. Ça se voit pas dans le prix, mais il y a de l'inflow. Voilà, ça est donné un peu moins fraîche. Je l'avais prévu pour l'émission précédente, mais malheureusement, j'étais pas là, donc on va faire le point maintenant. On a Circle qui nous tease encore un jeton ARK pour sa blockchain dédiée au stablecoin, parce qu'il va bien falloir manger un petit peu. D'ailleurs, accessoirement, il me semble que Circle, l'action, a repris un peu de couleur récemment. Donc c'est comme d'hab, hein, on a de l'excitation sur une action. Donc au début, ça monte, ça monte, ça monte. Après, le prix est complètement aberrant, donc ça s'écrabouille. Donc on était descendu à 50 dollars. Visiblement, c'était le bottom. Et là, on est déjà en x2 depuis le bottom, on est à 100 dollars. Donc mine de rien, pas mal. Et de son côté, on a Tempo, donc la blockchain de l'entreprise Stripe, qui est en train de mettre les bouchées doubles avec de l'intégration IA, etc. Et tout ça, on verra un petit peu plus tard ce qu'il en est. Voilà, je voulais aussi vous parler d'Ethereum encore par rapport à la trésorerie. Il faut savoir que la trésorerie de l'Ethereum Foundation a bien fondu. Alors, pourquoi? Parce que forcément, ils ont dû vendre des Ethers un peu pour se financer, mais aussi parce que le prix de l'Ether a énormément baissé. Donc, quand l'Ether était au-dessus de 4500 dollars, ils avaient quasiment $1 milliard de trésorerie, mais là, la trésorerie, elle a bien baissé. Je crois que l'Ethereum Foundation a pour mission de ne jamais dépenser plus de 15% de sa trésorerie chaque année, donc ça va. En plus de ça, on sait qu'ils ont mis en staking des Ethers, donc les revenus du staking servent à nourrir la fondation. Mais quand même, faire attention. Bon, après, ils ne sont pas à plaindre, hein, ils ont 400 millions sous gestion. Mais quand même faire attention. Voilà, et puis je ne sais pas si on avait parlé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, donc je refais le point là-dessus. On a Meta qui va refaire son grand retour sur les stablecoins, donc Facebook. Sauf que cette fois, ce n'est pas un stablecoin qu'ils vont gérer eux, ils vont passer par Stripe pour s'en occuper. Donc voilà, Stripe, Blockchain Tempo, pareil, ça va être intéressant à surveiller. Je ne m'attends pas à ce que Stripe ait une crypto-monnaie. Par contre, c'est pas parce que Stripe n'a pas de crypto-monnaie, qu'il n'y a pas des applications sur Stripe, que vous n'allez pas pouvoir farmer. Parce que par exemple, la blockchain Base de Coinbase n'a toujours pas de crypto-monnaie. Pour autant, il y a plein d'altcoins sur Base qui sont plus ou moins intéressants. Donc voilà. Du côté du prix des crypto-monnaies, ça bouge pas. Voilà, c'est extrêmement stable. Voilà, depuis 30 jours, ça bouge quasiment pas. Pour à peu près tout le monde. Même Solana, je pensais que ça avait fondu plus que ça. Est-ce que ça veut dire qu'on a un bottom? C'est toujours difficile de le dire. Surtout qu'on peut s'attendre à plus d'escalade côté macro, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous suivez les cryptos depuis longtemps et que ça fait longtemps que vous vous dites que c'est beaucoup trop cher, c'est forcément beaucoup plus intéressant d'investir en crypto maintenant que ça l'avait été il y a des semaines et des semaines. Donc, moi, je ne vais pas vous faire un conseil d'investissement, mais simplement, si vous avez un budget, vous pouvez peut-être commencer à rentrer gentiment sur des valeurs plutôt sûres. Donc forcément, plutôt Bitcoin. Hein. Le reste, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi pas Hyperliquid aussi, qui tank bien le marché. On va pas se mentir. Pour le reste, c'est un petit peu plus chaud. Voilà. Moi, je n'investis pas. Je vous avoue que... franchement, ce marché, je le suis. Si je vois un excès de panique à la baisse, à un moment donné, j'appuierai sur le bouton. Mais pour le moment, je me réexpose pas. Mais je surveille quand même Monero. Parce que Monero est une crypto-monnaie totalement anonyme qui a une vraie utilité sur le darknet. Voilà. Alors, elle n'est pas encore résistante au quantique, alors que je crois que Zcash l'est en partie, mais je pense que ça va changer. Donc Monero à surveiller. Il n'y a pas 10 milliards de marchés par contre qui proposent du Monero. D'ailleurs, KuCoin, ils se sont fait mettre dehors par les Émirats, je crois, récemment. Voilà, on a KuCoin, on a Kraken. Je ne crois pas que OKEx le propose justement à cause de la réglementation. Voilà. Donc ouais, très, très compliqué les altcoins, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment un champ de mine. Apparemment, on peut utiliser ADA dans les magasins Spar, tu en penses quoi? Je sais pas du tout. Mais moi, Cardano, ni de shitcoin. Pas très intéressé, je t'avoue.
Voilà, donc qu'est-ce qui a monté dans les altcoins récents, des trucs donc on connaît pas trop l'existence. Kite, je sais même pas ce que c'est. Stable, on souffle. Morpho, logique. Je pense que Morpho a aspiré un petit peu le FUD d'AAV. Alors, est-ce qu'il est surévalué? Peut-être, forcément. Quand tu vois par rapport à AV, alors qu'ils font beaucoup moins de revenus, que le jeton est moins utile, qu'il n'y a pas de bullback, forcément. Par contre, bah, ils délivrent bien, quoi. Ils délivrent bien, ils font des bons partenariats stratégiques, donc c'est assez stylé. Donc, affaire à suivre. Moi, j'en ai des morphos, hein. Forcément, je suis plutôt content. Qu'est-ce que c'est que Kite? Laissez-moi aller voir, parce que j'ai pas fait mes devoirs. AI, payment, blockchain. Ah bah voilà, blockchain, payment, AI. Ah bah s'ils soignent le cancer en plus, faut all-in, hein. Je connaissais pas. Ils ont même pas changé le 2025 dans le footer, c'est carré. Ah, je suis un peu médisant. XMR, BTC, non, n'abusons rien. XMR différente BTC. XMR différente BTC, mais dans une situation comme en ce moment où on sait pas trop où le vent nous mène avec la macro qui pue, un petit peu de Monero ne fait jamais de mal à personne. Surtout qu'en général, les gouvernements empêchent les entreprises d'en vendre, mais n'empêchent pas les individus d'en posséder. Il n'y a aucun souci à posséder du Monero, même aux Émirats, je crois. Ah, Egri qui dit Los Thermos, c'est un peu mal poli, mais ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Coucou Egri, ça fait plaisir que tu sois là. D'ailleurs, si tu veux faire une émission sur Twitch cette semaine, ping-moi WhatsApp, ce sera avec grand plaisir qu'on prenne de tes nouvelles. Même si tu es toujours dans le Cynical Arc, tu es toujours le bienvenu. Pareil sur la chaîne Coin Academy, tu le sais, si tu veux créer du contenu, tu es toujours le bienvenu. Voilà. Quand vous avez envie de vous intéresser à l'actualité, vous avez bien entendu le site de Coin Academy. On vous envoie au moins 5 actualités par jour. On continue de vous couvrir un petit peu ce qui se passe côté airdrop. Même si forcément ça donne moins envie en ce moment, il y a peut-être des choses à faire du côté de TradeXYC, notamment sur Hyperliquid, donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site, catégorie airdrop. On va vous proposer aussi des nouvelles pages toutes jolies bientôt. Ça, c'est Picsou qui travaille dessus. Il fait pas mal de modifications sympas. Pour ceux qui découvrent ou qui veulent enrichir leur connaissance en crypto-monnaie, vous avez bien entendu des formations totalement gratuites sur Coin Academy. Donc quand vous allez sur le site coinacademy.fr, vous scrollez un petit peu. Vous avez les formations dédiées à la sécurité. Vous avez les formations débuter en crypto. Je vais vous montrer celle-là. Mais vous avez aussi Bitcoin et Ethereum, hein. Donc débuter en crypto, ça va surtout vous donner les bases sur comment acheter, vendre évidemment, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, à quoi ça sert, comment interagir avec les applications décentralisées, une base à la sécurité, bien entendu, éviter les arnaques. Voilà. Et la fiscalité aussi, à ne pas oublier. Du côté de la formation à la sécurité, ça n'est pas que pour les crypto-monnaies, c'est de manière générale. C'est une introduction à la sécu, donc les bonnes pratiques pour les mots de passe, pour pas avoir des virus sur son PC, éviter de laisser des informations sur soi, enlever des traces de son identité sur Internet qui ne sont pas nécessaires, choisir un appareil Ledger. Donc nous, on a fait cette formation avec Ledger. Vous pouvez bien entendu faire ça avec un concurrent comme Trésor, etc. Mais moi, j'ai un affect particulier pour Ledger, je ne vais pas vous mentir. Vous avez différents types d'appareils, plus ou moins chers. Donc, on vous fait la petite comparaison. Et vous avez aussi, du coup, un tuto complet pour apprendre à utiliser les différents appareils et les lier directement soit à l'application Ledger Live, soit à votre wallet préférée. Parce que vous pouvez bien entendu lier votre Ledger à MetaMask ou à Rabi ou à Phantom. Tout ça, c'est possible. On vous apprend aussi à faire des wallets multisig. Voilà, désolé, j'en ai perdu les mots. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un wallet multisig? C'est un wallet qui va nécessiter plusieurs signers pour pouvoir émettre une transaction. Donc, par exemple, vous pouvez dire, je veux signer avec 3 ledgers différents, ou mon téléphone est un ledger, ou mon téléphone et demander à un pote de le faire avec son téléphone pour émettre une transaction. C'est bien pour gérer une trésorerie, pour sécuriser des fonds importants. Et vous pouvez aussi choisir le nombre de signers. Par exemple, vous pouvez dire, il y a 5 personnes différentes qui peuvent signer, mais il faut au moins 3 personnes sur 5 qui signent pour que la transaction parte. Donc, par exemple, si vous voulez faire une trésorerie avec votre famille, votre femme, vos enfants, etc., en cas de décès, imaginons, vous pouvez mettre en place un système comme ça, où vous mettez une clé pour un enfant, une clé pour la femme, une clé pour la mamie, peu importe, et gérer le système. Alors, faites bien entendu un système qui vous pète pas dans les doigts, parce que si forcément il se passe une catastrophe, qu'il y a la moitié de la famille qui décède, je sais c'est pas rigolo, mais c'est quelque chose qui peut arriver, vous vous retrouvez pas dans une situation bloquante. D'ailleurs, tu vois, c'est ce que dit Youn, si tout le monde meurt. Ça, c'est à le prendre en considération avant de mettre en place le système, parce que c'est des choses effectivement qui peuvent arriver. Donc faites attention, surtout que la famille est ciblée par les kidnappings. Ouais. Voilà. Donc tout ça sur Coin Academy en contenu gratuit. Vous avez nos analyses fondamentales, bien entendu.
On a Variational aussi qui va sortir très bientôt sur le site. Désolé, j'ai traîné sur ça. Voilà, et puis des tutos d'achat qu'on va mettre à jour aussi prochainement. Mais bon, vous pouvez déjà les utiliser, hein, c'est juste qu'on va refaire une petite passe pour remettre un peu de fraîcheur sur le site. Voilà. Donc petit à petit, on va vous parler de plus en plus de finances traditionnelles. J'espère que ça va vous plaire, notamment sur ce sujet-là. Je crois que j'avais noté quelque chose par rapport à Nvidia. Fais voir. Voilà, c'est ça. Vous savez, Nvidia est en train de bosser sur son architecture Rubin qui va être sa prochaine génération de cartes graphiques importante. Ah, il y a Picsou qui nous fait un petit teasing. Alors, c'est pas totalement terminé, mais je me permets de leur montrer, hein. L'idée, ça va être de vous proposer des pages un peu type CoinGecko, mais sauce Coin Academy. Donc, on va les retravailler pour mettre de l'analyse fondamentale, des informations clés, etc. Vous voyez, on a le cours de la crypto-monnaie. On a aussi une petite présentation. On a le cours, enfin l'historique du cours qui est donné à des dates clés. Les articles liés à cette crypto-monnaie, si vous voulez voir les articles directement sur Coin Academy liés à cette crypto-monnaie, une FAQ et une analyse fondamentale, quand il y en a une de disponible. Randy qui me demande pour le concours OKEx, comme je le disais plus tôt, je le répète, on a déjà tiré les gagnants, on les a déjà contactés, on est en train de les payer. Et une fois que les deux sont payés, on fait la communication officielle sur le sujet. Voilà. Donc des petites pages sympas, voilà, avec des boutons d'achat, ça fait plaisir. Et donc ouais, pour revenir à Nvidia et sa nouvelle génération de cartes graphiques, ils se séparent de Micron et ils vont bosser uniquement, visiblement, avec Samsung et SK Hynix pour leur HBM4. Voilà, donc c'est de la mémoire très haute bande passante. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que, moi je vous le dis, hein, oui, vous allez voir des trucs qui sont potentiellement plus performants que les cartes graphiques Nvidia pour de l'IA, parce qu'ils injectent directement les modèles sur la puce, etc. Il y a aussi Cerebra qui fait du très bon boulot. Mais moi, je vous le dis, Nvidia a toujours un boulevard sur l'intelligence artificielle. Et donc, si vous voulez vous diversifier un petit peu, action Nvidia, évidemment, action Samsung, action SK Hynix, pour dire les termes. T'as vu le débat de bloquer les BTC de Satoshi? Alors, ça date pas d'hier, ce débat-là. Je pense que ça n'arrivera jamais. Pour moi, si on bloque les BTC de Satoshi, on est chez les fous. Je vous le dis, hein, on est chez les fous. Pas touche. Pour moi, c'est pas touche. Ça, c'est un... Je veux pas le cours de Samsung comme ça. Je le veux sur le marché new-yorkais. C'est possible ou pas? Samsung... Je sais plus comment on le trouve sur la bourse de Samsung de New York. Je voulais voir le prix en dollars. Voilà, Samsung qui nous fait un sacré run, hein, évidemment, parce qu'ils équipent tout le monde, hein, Apple, Nvidia, ils font aussi de la RAM, enfin, ils font voilà les trucs. On a SK Hynix aussi, alors je sais plus sur quel marché ils sont, SK Hynix, c'est pas écrit comme il faut. SK Hynix Inc, voilà. Donc là, par contre, pareil, vous voyez, tout ce qui est RAM, regardez la chart, c'est aberrant. C'est la ruée vers l'or, en fait, la RAM. C'est la ruée vers l'or. Et c'est pas prêt de s'arrêter, hein, accessoirement. Parce que t'en as besoin pour les ordinateurs, t'en as besoin pour les cartes graphiques pour l'IA. Ça va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est plutôt pour la partie stockage. Ah, on a commencé à esquisser un top, là, sur SanDisk, enfin, depuis le temps. Putain, la charte de fou. C'est incroyable, hein. J'ai pas regardé récemment Western Digital. Je pense que c'est complètement aberrant aussi. Ouais, Western Digital aberrant. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Donc ouais, la bulle de l'IA n'est pas prête d'éclater, qu'on se le dise. Au contraire, parce que là, on commence... Enfin, je dis ça à chaque fois, mais là, les IA sont absolument aberrantes. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'IA, mais qui veulent absolument de l'IA en local, il y a eu des très très gros progrès, hein, sur l'IA en local. Quand vous allez dans Open Source Model, on a donc... toujours GLM qui est à la pointe, mais on a des nouveaux modèles de Qwen, donc Alibaba, qui sont dispo, mais qui tournent sur du matériel beaucoup plus abordable. Voilà. Dans Small Model, vous voyez, il n'y a que du Alibaba en fait. C'est que du Alibaba, c'est incroyable. Donc ça, c'est des modèles qui tournent sur des cartes graphiques type RTX 5090 ou RTX 6000 ou ce genre de choses. Et vous avez aussi des nouveaux Tiny Models qui viennent de sortir. Ça, les gars, ça tourne sur un iPhone. Ça tourne sur iPhone. Et si vous ne me croyez pas, vous avez l'application Locally AI que je vous invite à télécharger. Elle est gratuite, hein. Elle est gratuite. Je ne dis pas ça en mode je suis sponsorisé. C'est juste que c'est pratique parce que imaginons, c'est la 3e guerre mondiale, on nous coupe Internet, c'est le bordel. On ne peut plus prompter ChatGPT et Claude. On sera bien content d'avoir une IA qui tourne en local sur le téléphone. Donc, comprenez bien que ça, c'est un index d'intelligence. Là, les dernières IA de Alibaba sont explosives. C'est simple, ce modèle-là,
qui tourne sur un iPhone vaut à peu près GPT 20B qui tournait il n'y a pas si longtemps encore sur une carte graphique NVIDIA type RTX 3090. Donc en l'espace de moins d'un an, on a des progrès sensationnels. Donc les Chinois sont trop forts, les Chinois sont vraiment trop forts, et ça va continuer d'évoluer. En gros, on a à peu près 7 mois de différence entre les meilleurs modèles payants de chez ChatGPT et Claude et les modèles open source qui sont fournis par les Chinois. Et on n'a même pas vu DeepSeek V4. Hein. Là, pour le moment, c'est juste Alibaba qui nous livre une masterclass. Et pour ce qui est des index de l'intelligence générale, bah, ça fait que augmenter. Hein. Ça fait que augmenter. Il y a encore pas si longtemps, je vous parlais de GLM 4.7, on était à 42, je crois, pour GLM 4.7. Là, on est déjà à 57 avec Gemini 3.1, GPT 5.4 qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ça monte en flèche, l'intelligence. Les coûts sont en train de baisser drastiquement également. Pour ceux qui ça intéresse, par exemple, si vous voulez tester de l'IA gratuite, je vous montre en 2.2. Vous pouvez installer OpenCode. Vous tapez OpenCode, install. Voilà. Vous arrivez là-dessus. Donc, vous installez Node.js sur votre machine. Ou vous téléchargez OpenCode pour Windows directement. Vous l'installez via NPM ou autre. Ensuite, vous le lancez. Est-ce que je l'ai sur cette machine? Non, je ne l'ai pas. Alors, attendez, je vais l'installer en 2.2. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. C'est l'occasion. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai Node.js d'installer sur ma machine. Okay. Ensuite, OpenCode. Donc, c'est un peu comme Claude, Codex, etc. C'est un terminal, mais en fait, c'est un terminal qui est fait pour pouvoir exploiter plein de modèles en même temps. Et donc, Models, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous voyez, on a encore Minimax M2.5 qui est gratuit. Donc, vous pouvez littéralement utiliser Minimax 2.5 gratuitement via le terminal. Il n'y a pas si longtemps, il y avait Kimi 4.2, Kitmi K.25, 2.5 pardon, qui était dispo. Très souvent, ça redevient dispo. Donc, pour ceux qui ne veulent même pas payer, vous pouvez utiliser OpenCode dans le terminal et vous pouvez aussi importer OpenAI, votre Cloud Max, les API de Google. Donc, c'est vraiment stylé. Parce que vous pouvez jongler entre les modèles et ça vous permet de faire plein de trucs que ne permettent pas forcément Codex et Claude de manière native. Donc très cool. Et écoutez, bah, j'ai terminé. La crypto, je ne vous ai pas fait d'analyse technique finalement, mais vous voyez, de toute façon, le marché est plutôt calme. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Simplement, on espère juste que Bitcoin ne va pas aller chercher la borne basse, c'est-à-dire les 60 000 $, parce que sinon, on va probablement aller beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, c'est pas quelque chose de souhaitable, mais ça peut arriver. Et mis à part ça, eh ben, écoutez, moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Coin Academy si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. On se fera probablement un petit live lundi également, donc demain, pour ceux qui me suivent sur Twitch, sur ma chaîne twitch.tv/capetlevrey. Picsou n'était pas là, il était fatigué, il sera là pour la prochaine émission, vous inquiétez pas. En tout cas, il vous passe le bonjour. C'était Capet pour Coin Academy, n'hésitez pas à vous abonner, à vous créer un compte sur OKEx via le lien en description. Ciao tout le monde.